Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne soirée, une soirée difficile malheureusement pour les clubs français. On a chuté de haut. Il y a une équipe, on pouvait s'y attendre, hein, un Monaco, même si c'est un Real Madrid malade en transition sous Arbeloa. Monaco en a pris 6, c'est la plus lourde défaite de l'ASM, c'est la plus grosse victoire du Real contre un club français, donc ça pique bien. Et ce que j'ai vu, ça, c'est toujours la même situation pour les Monégasques, quoi. Enfin, des erreurs défensives, des trucs de relance, des situations. Enfin, tu te dis que ce club tourne vraiment à l'envers et qu'il n'y a plus grand chose pour sauver cette saison. Peut-être la Coupe de France, la Ligue 1 ça commence à être tendu, la Ligue des Champions ils sont encore en pôle pour le barrage, il y a un dernier match contre la Juve, mais c'est au global, hein, si on prend un petit peu une loupe, cette saison monégasque, elle sent quand même pas très très bon, on va le dire. Et surtout le PSG, on se disait bon, la période en ce moment est plutôt bonne, et ce trophée contre l'OM, certes ça a été un match difficile pour les Parisiens. En Ligue 1, t'as quand même envoyé deux trois messages avec cette victoire contre LOSC. C'est vrai qu'en même temps, le dernier match du PSG, c'était contre Bilbao en LDC, et ça n'avait pas été de mémoire. Enfin, c'est un peu comme ce soir, tu vois, une attaque-défense, mais t'avais pas eu. En fait, ce soir, pour commencer un petit peu le débrief, j'ai eu l'impression de voir le Paris Saint-Germain de l'automne 2024, de la première partie de saison en Ligue des Champions. Un PSG qui domine, qui a des situations, qui a des occasions, qui a aussi ce manque de réussite, à l'image des 3 buts refusés pour hors-jeu ou pour des fautes qui ont conduit du coup à ce que finalement on sait ce genre de match où t'as la domination, t'es à fond, tu t'installes un corps adverse, t'avais 80% de possession, et le Sporting a eu besoin d'une seule voilà, vraie situation, même si j'ai bien aimé quand même le match de Jenny Catamo qui a tenté, qui a remué, mais ce diable de Luis Suarez, au bon souvenir des Marseillais, qui a planté un doublé. Et oui, bien sûr, hein, je vois vos messages, on va revenir sur les raisons de cette défaite. Alors, bien sûr, tu as ce manque d'efficacité offensive, mais dans l'autre surface, tu as besoin aussi d'avoir des joueurs fiables, et je suis d'accord avec vous, hein. Ce mercato d'été 2025, il commence un petit peu à tarder, à se lancer, à avoir des réelles satisfactions, avec notamment notre bon Lucas Chevalier. Le deuxième but, il fait mal, hein, pour un gardien d'une équipe tenant du titre en Ligue des Champions. Je sais que le poste de gardien de but c'est difficile et que voilà, on est bien là à pouvoir juger ça, mais il y a des choses qui sont pas normales à ce niveau pour un gardien d'un tel renom dans une équipe qui ambitionne de tout prendre, de prendre tous les titres. Zabarni aussi c'est extrêmement rude. Du coup, je sais pas à quel point en fait le PSG va attendre avant de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on continue avec eux? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde la confiance? Est-ce qu'on se dit que finalement Zabarni, c'est un joueur qui découvre la Ligue 1, qui découvre le PSG? On va lui donner un peu plus de temps. Peut-être qu'au niveau de l'adaptation, on peut voir un Zabarni. On en a vu d'autres joueurs du PSG qui ont connu des premières saisons moyennes, hein, on peut peut-être penser à un Fabian Ruiz, mais pas décevante comme c'est le cas pour Zabarni pour l'instant. Et pourtant, j'ai souvenir d'un match au Vélodrome en première partie de saison où il avait été impressionnant physiquement sur certains retours. Et je sais pas ce qui se passe, enfin comment expliquer que ce joueur soit un petit peu l'ombre de lui-même et que sur chaque duel il fasse preuve d'une telle fébrilité. Après, c'est vrai qu'on va beaucoup s'acharner et malheureusement, bah voilà, c'est les cibles facile parce que bah, depuis pas mal de temps ils sont pas au top, Chevalier et Zabarni, même si Chevalier bah, il a eu son moment un peu phare post-Safonov avec la séance de tir au but contre l'OM, même si c'est vrai que les buts de Marseillais il était aussi sur la photo de famille, mais ouais, Doué, Muguirawan qui en parle, Désiré Doué qui depuis qu'il est revenu de blessure, il y a eu 2-3 séquences sympas, mais il y a aussi du mal. Il y a eu du mal, il y a de l'individualisme, il y a des pertes de balles, il y a un Désiré Doué que je trouve pas dans un bon mood au global, pas dans un bon état d'esprit. Donc il va falloir rectifier ça. Pour le PSG, c'est au-delà d'une défaite, c'est aussi le top 2 de la Ligue des Champions qui s'éloigne. On rappelle que le top 2 permet d'avoir pas mal de bonus, hein, d'éviter par exemple de rencontrer le vainqueur de la phase de groupe jusqu'en finale potentielle, de recevoir au retour tout ça. Donc c'est vrai que le PSG, c'est peut-être on peut pas dire s'aborder, mais voilà, c'est plusieurs matchs entre celui du Paris FC, ça ronronne tant en Ligue 1, même si je trouve quand même le match de Lille est pas mal, mais on est tous en mode, ça y est, c'est la deuxième partie de saison, hop, le PSG, les planètes vont s'aligner, ils vont faire un truc en boulet de canon, sauf que vous le savez comme moi, hein, le football n'est pas une science exacte, c'est pas un sport où on détient la vérité, et évidemment, il y a des joueurs
il y a des conditions, il y a un coach, il y a un staff, il y a un environnement. On se dit que le Paris Saint-Germain a quasiment tout pour, tu vois, comme ça switcher et nous refaire, comme l'an passé, un truc tonitruant qui permet d'aller jusqu'au bout. Le PSG, pour moi, peut remporter avec des champions parce qu'ils ont quand même des joueurs et un collectif, mais tu as aussi des points faibles qui peuvent être même rédhibitoires. Hein. C'est ce qu'il faut aussi se poser comme réflexion. C'est est-ce que tu peux aller au bout avec un gardien? Est-ce que finalement, si Safonov revient, c'est pas lui qu'il faut mettre comme titulaire? Zabarni, il est remplaçant, donc si t'as Pacho, Marquinhos, Hakimi, Nuno, il n'y a pas de raison qu'on revoie Zabarni en tant que titulaire en LDC. Mais c'est vrai que ce soir, le banc du Paris Saint-Germain, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait seulement 5 joueurs de champ, je crois. Donc au bout d'un moment, c'est un peu tendu aussi. Alors on sait que la politique du PSG maintenant, c'est pas forcément de faire du recrutement pour du recrutement. Ils ont pas envie de faire comme certaines époques, faire 3-4 recrues et puis voilà, c'est la politique du PSG, c'est plutôt faire des coups, avoir des joueurs qui puissent un petit peu être intégrés dans ce processus. Et par exemple Dro Fernandez, tu vois, Dro Fernandez qui peut occuper plein de postes, mais bon, Dro n'est pas encore là. Et en attendant, je me dis que bon, oui, c'est très bien d'avoir cette volonté d'avoir un groupe de 16 joueurs réduits et des gamins hyper malléables comme Zaire Emery, comme João Neves, Kangingli également, qui a apparemment été courtisé par Atletico mais a fait part de son vœu de rester. Mais ouais, j'avoue que après, je vais pas non plus être fataliste parce que c'est qu'un match et je sais que le PSG est capable de monter en puissance, mais je peux comprendre aussi ceux qui vont prendre le verre à moitié vide et se dire ce PSG, attention, il n'est pas à l'abri d'une déconvenue. Faut assurer le top 8. Alors on ira voir les différents classements parce qu'il y a des équipes qui demain peuvent passer devant le PSG et la semaine prochaine, vous le savez, c'est le fameux grand multiplex, celui qu'on adore en LDC avec 18 matchs en même temps. Le PSG reçoit Newcastle. On sait que Newcastle, c'est mieux à la maison qu'à l'extérieur. Mais bon, faudrait quand même... serait regrettable. Après, c'est vrai que dans le calcul de la saison du PSG, t'as des matchs qui ont sauté en Coupe de France. Du coup, peut-être que ces matchs qui ont sauté en Coupe de France, tu pourras en récupérer 2 avec le barrage. Mais le barrage, bon, on sait jamais. Hein, là, les classements, ce que ça va donner un petit peu, voir quelle sera la hiérarchie des différentes équipes. Mais si ça se trouve, bon, en barrage, je sais pas, hein, je prends un truc au pif, tu peux te taper un Atlético. Peut-être que le PSG ne sera pas encore en mesure de monter en puissance comme ça a été le cas l'an dernier. Tu vois, l'an dernier, il s'était tombé sur Brest en barrage. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Mais là, si tu tombes sur un morceau un peu plus costaud, attention à pas regretter ces scénarios où tu as manqué d'efficacité dans les deux surfaces contre le Sporting et Bilbao, quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes remis de vos émotions par rapport à ce soir, par rapport à la finale de la CAN. Encore pas mal dans tous les esprits, je pense, sur ce scénario et ce match assez fou. En tout cas, j'en profite pour saluer les habituels du chat avec Valou PSG qui a passé une mauvaise soirée, Thibaut également, supporter Dortmund, aïe, dans le duel des chokers entre Tottenham et Dortmund, finalement ça a tourné en faveur des Spurs. D'ailleurs Tottenham, moi vous connaissez mon avis sur Thomas Frank, un coach que j'apprécie beaucoup, malheureusement ça l'a pas fait en première ligue, mais en LDC, Tottenham est 5ème. Et il y a un monde où je suis en train de me dire, est-ce que les Spurs vont pas nous faire un truc comme l'an passé, à savoir une saison ignoble en première ligue et faire un gros parcours en Coupe d'Europe? Il y a un monde où c'est le cas. Franchement, tu te dis que, après, de là à parler de Tottenham vainqueur de la LDC, ils sont même 4ème, tu vois, 4ème. Et à un moment donné, tu avais aussi l'Atalanta qui était genre 12ème en Serie A et qui est, comment ça s'appelle qui était 3ème, 4ème. Ah ouais, c'est fou quoi. Donc peut-être se focus pour sauver sa saison. En même temps, du coup, tu as un entraîneur qui te permet d'être 4ème en LDC, ce qui est une très belle performance, je trouve, pour Tottenham avec Thomas Frank. Mais c'est ce même coach qui te met dans cette deuxième partie de saison, deuxième partie de tableau un peu ignoble, pas à la hauteur des attentes et des ambitions de ce club. Après, Tottenham, ils ont un paquet d'absents. Il y a des joueurs qui doivent revenir qui sont hyper importants comme Kulusevski. Mais quand je vois le 11, je me dis que c'est pas une équipe dégueulasse sur le papier, tu vois. Il y a des bons joueurs de foot, franchement, il y a des fois des périodes footballistiques à Tottenham que j'ai trouvé plus rudes. Là, c'est juste qu'il y a un truc qui ne tourne pas bien, quoi. Donc ouais, après c'est vrai que peut-être il y a un calendrier qui a été plus favorable par rapport à d'autres parce que Dortmund, ça fait partie des chapeaux 1 qui sont plus prenables que du Bayern, Arsenal par exemple. Donc on va voir. Et en plus, semaine prochaine, c'est Francfort qui a bas le classement. C'est vrai qu'au niveau tirage au sort, ils s'en sortent bien.
nos amis les Spurs. Bon, après aussi, ils sont tombés sur le PSG, on a vu la différence, le 5-3. Mais voilà, ça fait partie des curiosités des équipes qui, des fois, il y a des compétitions, quand on dit on joue sur tous les tableaux, il y en a pour qui ça leur réussit plus. Et ouais, cette pression de la Première Ligue qui fait que ça déjoue contre West Ham et que ça perd à la maison contre une équipe relégable. Donc attention, surveillons Tottenham parce que dans ce genre de truc, après, c'est aussi le truc de se dire que tu joues toute ta saison sur ça, ça peut se retourner contre eux, quoi. Donc ouais, j'en profite aussi, Mugirawan, Thomas Correct, Babout, Gambish, Dimmerbar, Maxigot Absolu également, qui sont présents, ça fait plaisir. Et la Soso Chat, la modératrice, qui vous rappelle de vous abonner, de liker. On est toujours présent en rediff sur YouTube et en podcast, le COP de Scipion. Donc une pensée aux auditeurs sénégalais parce que j'ai fait de très très bonnes audiences en podcast au Sénégal. Je sais pas, sans doute un hasard, un hasard du calendrier. Je sais pas trop ce qui s'est passé pour que ça ait coïncidé comme ça. Mais dédicace à tous ceux qui m'écoutent à Dakar et évidemment ailleurs. Non, franchement, soirée de LDC. Après, c'est très bizarre parce que il y a vraiment tout le temps du foot en ce moment. Et on a vécu quand même, tu sais, un espèce de pic émotionnel et un truc un peu invraisemblable dimanche. Et 48 heures après, basculer sur, tu vois, de la LDC. Je sais pas, mais je dis pas que j'étais pas prêt, mais ce soir, tu vois, le retour de la Ligue des Champions, j'aurais peut-être eu besoin d'une semaine de plus pour me remettre dedans, analyser le classement. Après, c'est vrai qu'en fait, comme la Ligue des Champions, elle se fait septembre, octobre, novembre, décembre, et que tu as cette pause, tu vois, presque d'un mois. Moi, j'avoue que la Ligue des Champions, je suis de l'ancienne école. Pour moi, la phase de groupe, elle doit être de septembre à décembre. Et après, on passe sur les matchs à élimination directe. Et même d'habitude, il n'y a pas de Ligue des Champions en janvier. Moi, j'aime bien le fait de quitter, tu vois, la LDC, les équipes mi-décembre et de les retrouver 2 mois après en février. Et il y a des dynamiques qui changent. Les équipes que tu n'attendais pas à ce niveau-là. C'est par exemple, j'ai souvenir du PSG Real quand le Real s'était qualifié. Alors que le Real était vraiment pas dans un bon mood avec l'époque Benzema. Je crois que c'est quand il a mis un triplé à ce moment-là. On avait été un peu déçus du multiplex de la J8. Bah, la semaine prochaine, il y aura pareil le même bazar. Je pense que ça va être ça risque d'être n'importe quoi encore une fois. Mais on va prendre avec plaisir. D'ailleurs, je sais même pas à quoi va ressembler le débrief ici, les boss. Je vous avoue que ça risque de partir en tous les sens. Je pense qu'on se concentrera sur le PSG. Si le PSG peut être dans le top 8, Marseille qui va à Bruges et Monaco qui reçoit la Juve. Un petit peu le destin croisé des 3 clubs français. Il y a un monde où tout le monde se retrouve en barrage. Peut-être qu'il y a une belle surprise aussi demain qui nous attend au Vélodrome. Mais oui, c'est ça aussi, avant de commencer le débrief. C'est que demain, on a besoin de l'Olympique de Merveille pour sauver cette journée qui part très très mal, cette séquence européenne. Ça va être tendu. J'ai vu que le Portugal nous était passé au COEF UEFA sur cette saison et que parmi les clubs, les pays les mieux classés au classement UEFA, et je parle juste de cette saison, pas, vous savez, le classement COEF UEFA, il se fait sur les 5 dernières saisons, mais sur cette saison, il y a Chypre qui est genre dans le top 5. Donc grâce à Paphos, Chypre, pour l'instant, après ils ont pris beaucoup de points grâce au barrage, grâce au tour de qualification, mais pour l'instant, la Ligue des Talents est derrière Chypre. Il va falloir quand même penser à se réveiller, quoi. On pense notamment à nos amis niçois. Jeudi, voilà, les Go Ahead Eagles, avant d'affronter l'ogre Ludogorets, on sera tous derrière vous, les gars, pour le grand chelem, pour l'exploit monumental. Merci beaucoup Soigny pour le petit prime, merci beaucoup le boss. La remontada de l'Ajax, c'est vrai que l'Ajax qu'on a quitté sur 5 matchs, 5 défaites, qui va chercher son succès du côté de Villarreal. Et Villarreal, c'est l'inverse de ce que j'ai évoqué tout à l'heure pour Tottenham ou l'Atalanta. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très bonne en championnat, qui est 3ème, 4ème, enfin qui est bien placée sous Marcelino. En LDC, ils ont été éliminés dès la 6ème journée. Enfin, quand tu regardes l'effectif de Villarreal, en plus, on sait que c'est une équipe qui a été il y a 3-4 ans demi-finaliste de LDC, qui a déjà remporté une Europa League. Sincèrement, Villarreal, tu vois, en plus Mikotadze, Nicolas Pepe, Ayoze Perez, Moreno, Parero, enfin, sur le papier, petit effectif un peu kiffant. Putain, ce qu'ils ont posé cette saison comme classique en LDC, c'est assez ignoble, quoi. Renato Veiga aussi qui sont allés chercher post Chelsea et Juve, donc c'est assez
C'est assez inquiétant quand même. Oui, vous en faites pas, on va parler d'Arsenal, on va parler de tout le monde. Comme d'habitude, j'ai prévu de m'arrêter sur chaque match. Alors vous le savez, c'est des soirées Ligue des Champions où t'as 7 matchs en même temps. Donc pour pas trop m'égarer, j'avais un écran sur le Sporting PSG. J'en avais un autre sur le multiplex et j'alternais entre le multiplex et le Real Monaco, histoire d'avoir un œil quand même sur notre beau représentant de Ligue 1 du côté du Bernabeu. Ça n'a pas été fameux, je commence déjà à spoil, mais c'est vrai que le duo Eric Dyer, Thilo Kehrer en défense centrale, j'ai eu des flashbacks des Girondins de Bordeaux 2021-2022 avec des joueurs type Etchon Mecher et Medioub. C'était franchement rude, très très rude ce qu'ils nous ont proposé. Même Gregersen en Ligue 2 était bon, mais en Ligue 1 c'était assez dégueu. Donc waouh, le match que Monaco a réalisé. Et puisqu'on parle de ce Bordeaux 2021-2022, ça me permet de faire la passerelle avec le Sporting qui a donc battu le PSG et un dénommé Ricardo Mangas. Pareil, hein, quand je parle de flashback douloureux, lui, quand il est arrivé à Bordeaux, c'était pareil, hein, c'était pas une recrue du feu de Dieu. Et là, je me dis, tiens, je le revois affronter le PSG dans une équipe qualifiée en Ligue des Champions, top 3 régulier du Portugal. Comme quoi, il n'y a pas de mauvais joueur que des mauvais contextes. Pourtant, fallait quand même le deviner, le mauvais joueur là, le joueur qui pouvait revenir. C'est assez chaud. Et merci beaucoup à ton pseudo qui est absolument fabuleux, 55, qui fait bien plaisir. Et surtout le Prime, ça régale. Et oui, Gabriel Jesus, mais oui, en fait, on va parler d'Arsenal. Très content pour Gabriel, qui est un super joueur de foot. Et on sait que c'est un très bon neuf. Quand il est à 100%, ça peut changer quand même pas mal de choses. C'est vrai que je m'arrête d'abord sur ce classement, et t'as raison d'insister sur Arsenal. Arsenal, 7 matchs, 7 victoires, 20 buts marqués, 2 encaissés, et parmi ces victoires, t'as l'Atlético, t'as l'Inter, t'as le Bayern. C'est du très très bon boulot de la part d'Arteta et de ses hommes. On a vu encore un but sur corner, je crois que c'est le 19e cette saison sur coup de pied arrêté pour les Gunners. C'est une stat il n'y a même pas de mots pour la décrire. Il y a des équipes qui mettent peut-être 4 ou 5 ans à marquer autant de buts sur cet exercice. Arsenal l'a fait en 6 mois cette saison, donc on sait qu'il le maîtrise à merveille, mais c'est fort. Le Real, malade, mais qui se retrouve quand même deuxième. Le Bayern peut évidemment reprendre cette place. Tottenham qui s'invite, le Sporting aussi. Tu vois, il y a quand même 2-3 surprises, parce que Tottenham, Sporting et l'Atalanta qui peut passer devant le PSG et le Real potentiellement. Demain, on peut avoir un top 3 Arsenal, Bayern, Atalanta. Ça peut quand même être assez savoureux. Avoir aussi pas mal de clubs qui doivent évidemment se rapprocher. Peut-être que pour le PSG, ça va être l'occasion de voir des équipes malheureusement revenir. On peut penser au Barça, à Chelsea, potentiellement l'OM qui peut revenir à un point. T'as aussi Newcastle, Liverpool, Atletico. Donc c'est vrai que cette défaite, à la limite, le nul, ça te permettait de garder une petite cartouche pour au moins assurer le top 8. Là, attention au résultat de demain. Peut-être que oui, le PSG va sortir de cette zone-là. Après, il faut avoir les différents matchs. Après, voilà, si tu bats Newcastle, moi je me dis que tu as quand même un monde où tu te retrouveras parmi les 8 premiers. Mais c'est peut-être un risque. Monaco qui du coup est 20e. Demain, tu as Eindhoven, Karabag, potentiellement Benfica, Pafos, USG, qui peuvent un petit peu recoller, te passer devant. Donc, il faudra faire les comptes à la fin. Et c'est vrai que cette fin de classement, elle est quand même savoureuse. Le Kairat Almaty, on pouvait, voilà, pareil, le prédire. Mais alors, Villarreal, 5 buts marqués, 15 encaissés, 1 nul, 6 défaites. C'est un parcours extrêmement moche. Franchement, waouh. Celui-ci, il picote bien. Ouais, comme tu le dis, Gunner TT, c'est vrai que dans le sens, on peut aussi inverser le raisonnement. Newcastle, qui est actuellement 13e, qui reçoit le PSV demain. Newcastle, qui, s'il gagne, ils reviennent à 13 points. Ça peut être un 16e de finale, un 32e de finale sur la formule. Ce PSG Newcastle au parc, on a hâte de voir ça. Malheureusement pour le PSG, ça ne l'a pas fait. 22 tirs à 10, 6 cadrés seulement contre 4. Voilà, quand je dis que c'est évidemment, il y a un souci défensif, parce que quand t'es le PSG, en fait, et c'est pour ça que pour Lucas Chevalier, c'est une tâche, on sait qu'elle est un peu ingrate, c'est que être gardien de Lille et du PSG, c'est pas la même chose. À Lille, tu peux te faire, entre guillemets, canarder, avoir 8-9 situations très chaudes, et être bouillant, intervenir, enchaîner avec confiance.
À Paris, on va te demander des fois d'intervenir sur une seule situation, et si tu ne la fais pas à ce moment-là, on peut considérer que ton match est raté mauvais, même si au-delà de ça, tu dis que tu as été tranquille, que tu as fait une bonne distribution, le jeu au pied. Il n'y a pas grand-chose à reprocher là-dessus, mais malheureusement, on sait qu'il va être jugé sur ces rares instants, ces quelques secondes où ça peut faire basculer la rencontre de son équipe. Et pour Chevalier, c'est pas que le match du Sporting, c'est pas mal de rencontres où on sent que, encore une fois, le costume d'être gardien numéro un de l'équipe qui a gagné avec des champions, il est trop grand pour le moment. Est-ce qu'il va enfin réussir un jour à assumer ce statut, à prendre la succession de Donnarumma? Ce qui est fou, ce qui est dur pour lui aussi, c'est qu'il arrive après Donnarumma qui pendant 6 mois a été héroïque, fantastique, qui a sorti des matchs XXXL, vous avez compris la formule, même si au-delà de ça, l'aventure de Donnarumma avait été contrastée, mais peut-être pas autant que ce qu'a montré Chevalier sur ces 6 premiers mois, et c'est pas un hasard si Safonov a été considéré comme un héros, hein, après sa séquence, les tirs au but, la séance face à Flamengo en coupe intercontinentale. Donc Chevalier, pour l'instant, c'est pas à la hauteur du rendez-vous. Et voilà, t'as ce premier but qui intervient. Mais pour moi, le plus dur, c'est le deuxième, quoi. Enfin, il boxe ce ballon, derrière, il pense que ça sort. Et attention, ça fait plusieurs fois où on voit que Chevalier, pareil, hein, l'action de Lille, l'entame de match vendredi dernier, où t'as Giroud qui fait ce lob, Chevalier qui lève la main en mode c'est bon, ça va sortir. Et derrière, tu vois, t'as une situation dangereuse avec Ethan Mbappé qui intervient. Donc, ouais, il est un peu trop en détente, presque trop sûr de lui. Et le job de gardien du PSG, vraiment, c'est pas ce qu'il a connu jusque-là. C'est différent d'être appelé en équipe de France, c'est différent d'être élu meilleur gardien de Ligue 1 à Lille. Là, pour le coup, même contre un Sporting qui peut-être ne fait pas rêver, bah, ça reste une équipe Ligue des Champions, ça reste une équipe qui a fait tomber l'OM avec des internationaux. Donc, tu peux pas te reposer sur tes acquis, et c'est pour ça que il y a eu ce match contre l'OM et cette séance de tir au but. On a dit ok, c'est bon, il reprend confiance, on sait que les pénaux c'est un exercice qu'il apprécie, mais voilà, il n'est pas du tout arrivé au bout du chemin. Enfin, c'est que le début, et là malheureusement on repart 3, 4, je ne sais combien de cases en arrière pour Chevalier. Ouais, ce deuxième but il fait mal, ce deuxième but, je suis d'accord avec vous, il fait vraiment mal. Ouais, Zabarni, c'est son cousin qu'ils ont acheté à Paris. Zabarni il rentre, il se fait déguiser 2 fois par Lely, au revoir. C'est ça pour notre ami, malheureusement, Zabarni. Moi, je comprenais l'idée d'aller le chercher, et je trouvais qu'avec Pacho, ça envoyait. Après, peut-être que dans la relance, c'est pas voilà, un crack absolu, mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est ok, dans le jeu au pied, c'est peut-être pas là où on attendait le plus Zabarni, mais au moins, quand tu prends ce mec qui est une armoire à glace et qui ne soit pas rassurant défensivement, qui se fasse avoir par plein de déliés d'un point de vue de la vitesse, impression en fait, c'est ça, c'est que chaque duel, chaque 1 contre 1, j'ai pas le sentiment d'avoir un défenseur impérial, quelqu'un où t'as peur d'aller affronter. Maintenant, tu te dis que tous les ailiers, tous les joueurs ont envie de se le faire, et qu'il n'y a pas beaucoup de crainte à avoir, parce que Zabarni n'impose plus ce truc qu'on pouvait avoir à ce moment-là, quoi. Ouais, Lucho le met à droite, ça doit pas forcément aider. C'est ça, c'est pas son poste naturel. Mais le souci, c'est qu'on a déjà vu un Zabarni en défense centrale. Il y avait peut-être eu quelques matchs un peu mieux. Mais là, c'est vrai que ça inquiète un petit peu pour la suite, quoi. Ce mercato d'été, on s'est dit que finalement, et je pouvais comprendre l'idée du duo Campos-Henrique, de pas bousculer ce qui a été tellement bien fait avec cette équipe qui a remporté avec des champions au bout. Donnarumma, merci pour tout, mais le jeu au pied n'était pas satisfaisant, on change de gardien. Zabarni pour étoffer ce secteur défensif qui en avait besoin. Ouais, les deux recrues ne répondent pas présents. T'as eu des joueurs qui se sont un peu plus révélés au cours de cette saison, comme Mbaye, où t'as le retour de Zaïre Emery. Alors, il était déjà là l'an dernier, mais vu le niveau qu'il a obtenu, on peut presque, ou qu'il a retrouvé, on peut presque le considérer comme une recrue, enfin, un joueur de premier plan. Et ça fait plaisir. Mais attention, hein, un effectif qui, encore une fois, a flux tendu, des suspendus, des blessés, des joueurs qui s'intègrent pas. Assez vite, on se rend compte que ouais, le PSG n'a pas non plus une marge folle sur son effectif, et c'est ça qui interpelle. Voilà, le banc du PSG ce soir, c'est Zabarni, Gvara, Ramos, Beraldo, Ensoki, Martin James et Renato Marin. Et Martin James, c'est un gardien. Donc tu as 2 gardiens et 5 joueurs de champ. Ça interpelle un petit peu. En face, tu vois, le Sporting, il y a 5-6 joueurs de plus.
Donc il y a quand même un déséquilibre de ce point de vue-là. Après, comme je vous le dis, moi j'ai pas envie de faire du mercato juste pour dire on fait du mercato, genre on est là. Faut évidemment qu'il y ait une cohérence, que les joueurs tu prennes pas juste pour la quantité. Il faut aussi qu'il y ait une idée derrière avec ce projet-là. Et moi je comprends cette idée d'avoir ce 11 très fort et aller 3-4 joueurs qui tournent autour. Mais on sait que l'accumulation des matchs, le fait qu'il y ait de plus en plus de compétition, que la Coupe du Monde des clubs a laissé des traces, que tu as que des internationaux, que les mecs vont encore partir en mars prochain, qui ont la Coupe du Monde. Cette stratégie de miser que sur 15-16 joueurs, je la trouve quand même un peu risquée. Et même si voilà, on sait que certains sont dogmatiques, sont inflexibles, je pense qu'il faudrait quand même un peu plus étoffer ça, tu vois. Après, j'ai peut-être pas la solution miracle sur les recrues en te disant, tiens, tu vas prendre un mec comme ça et ça va s'adapter. Donc, ça, c'est quand même assez compliqué, quoi. Les 5-6 joueurs de plus côté Sporting sont tous des joueurs de l'équipe B sans exception. Ah, merci pour la précision. Après, bah, on sait qu'au Portugal, ça forme très très bien. Donc, belle expérience pour ces gamins. Malheureusement, aussi pour le PSG, ce qui a pêché, c'est cette finition. Après, t'as aussi un manque de réussite. T'as les buts qui sont refusés, du hors-jeu, la faute de Mayoulou qui tape la jambe. Donc là, pour le coup, c'est justifié. T'as des joueurs qui ont manqué un petit peu de peps. J'ai vu un Vitinha un peu moins rayonnant que d'habitude, qui a manqué de ces fameux coups d'accélération par la passe, par des projections. Donc ça, c'est vrai que quand t'as un Vitinha qui est un peu moins bien, en plus d'avoir un joueur, c'est peut-être aussi l'occasion de le mettre en lumière, mais un João Neves qui, pareil, est un moteur, est un engrenage tellement essentiel qui t'apporte cette générosité que tu peux pas, que t'as peut-être avec d'autres joueurs, mais lui, il a vraiment une forme complète dans ce genre de confrontation. C'est aussi le joueur dont tu as besoin. Désiré Doué, attention, après, voilà, ça reste un gamin, un jeune joueur de 20 ans qui a vécu beaucoup de choses incroyables, belles, mais on sait que quand tu arrives au très très haut niveau, c'est ce qu'il est avec le PSG. Malheureusement, on ne peut pas se contenter de matchs comme ça, où il régale pour les caméras, où il est là pour des highlights, où il va se contenter voilà, d'essayer d'amuser la galerie et de jouer peut-être un peu trop en solo. Je pense qu'il y aura forcément à un moment donné peut-être un recadrage, un discours de Luis Enrique pour lui faire comprendre que c'est pas normal de jouer comme ça et des fois de surjouer. Par rapport à ce qu'on a vu, et pourtant l'an dernier je trouvais que c'était beaucoup plus simple, qu'il a su purifier purifier son jeu tout en gardant ce côté assez dribbleur dans les petits espaces. Mais là c'est vrai que le Désiré Doué qu'on voit ces derniers temps, soit en Coupe de France contre le PFC ou ce soir, c'est pas la bonne version que j'apprécie de lui. Après voilà, comme je vous le dis, c'est un jeune joueur, il a son insouciance, il faut juste le remettre dans le droit chemin, lui faire comprendre ce dont on a besoin avec lui à Paname. Guevara qui a encore ce but fantastique. Guevara version Ligue des Champions, c'est bien mieux. On a aussi tous espéré que Gonzalo Ramos, encore une fois, ce soit sa version super sub. J'ai bien aimé Willian Pacho qui a quand même eu 2-3 interventions sympas, mais au global on a senti, c'est vrai que le match a un peu basculé sur cette première période. Je sais pas si vous avez vu, vous savez, le fameux momentum, à quel point une équipe domine. Et sur la première période, quelque chose de très rare, le Sporting n'avait aucun point en sa faveur. Vous savez, vous avez des barres qui vont plus ou moins haut selon si ton équipe a dominé ou pas. Le PSG avait des barres tout le temps, de manière constante. Et là, tu as à ce point un truc où le Sporting n'a eu aucune opportunité, aucune miette. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'espère qu'on va pas revoir ce PSG d'il y a 1 an et quelques mois, qui était hyper intéressant dans le jeu, qui avait une vraie idée, qui se procurait un paquet d'occasions, mais qui ne terminait pas ses actions. Donc là, bah, c'est les mêmes mots qu'il y a 1 an. À voir comment résoudre ça. Est-ce que tu vas pas le regretter ? T'as quand même l'occasion de te rattraper contre Newcastle en une semaine. Ça va peut-être te permettre d'évacuer ça, de terminer dans le top 8. Petit regret de ne pas forcément avoir été parmi les 2 premiers. Je crois que c'est Metz pour le PSG ce week-end, donc peut-être que ça va faire pas mal tourner. En plus, je crois de mémoire que c'est au Parc ou c'est à Metz. Peut-être à Metz, non ? Vu le calendrier. Je ne sais plus exactement où c'est pour les Parisiens. C'est à Auxerre, pardon, j'ai confondu totalement. Je sais pas pourquoi j'ai confondu Auxerre et Metz, confondu les derniers les derniers du championnat. Donc c'est bien Auxerre ce week-end. On sait que c'est Auxerre, ils peuvent te poser des soucis. Vendredi 20h, la Baie des Champs, même si c'est l'avant-dernier de Ligue 1, avoir la compo que Luis Enrique va mettre, faire un peu de turnover, remettre certains joueurs en condition. Donc rendez-vous manqué.
par rapport à plein de considérations. Attention à Lucas Chevalier parce que c'est le genre de match qui va pas le réconcilier avec les supporters parisiens qui en attendent beaucoup et c'est justifié parce qu'encore une fois, il arrive après un mec qui a été le meilleur gardien du monde qui a eu le déclic et qui t'a fait un parcours légendaire quoi. Les perfs de Donnarumma, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, enfin c'est fort, c'est très très fort ce qu'il a réussi à accomplir. Donc il va falloir désormais passer à la vitesse supérieure. Est-ce qu'il en est capable? Est-ce que ça va pas venir plus tard? Est-ce qu'on va lui laisser du temps? Est-ce que Luis Enrique qui a commencé à faire cette alternance avec Safonov qui a une fracture à la main qui va pas tarder je crois à revenir, ça va être à surveiller de près. Là tu vas avoir le match de Newcastle. Attention, hein, parce que Newcastle, c'est même si encore une fois je les préfère à St James Park qu'à l'extérieur. T'as du Voltema 2, t'as du Gordon, t'as du Murphy, t'as du Tonali, t'as du Joelinton, t'as du Gamarès, t'as des coups de pied arrêtés avec Char, avec Thio, avec tout ce beau monde. Donc ça va être un petit peu délicat quoi. C'est pas rassurant non plus pour les gardiens de l'équipe de France à un coup du monde. Alors en vrai, Mike Maignan est quand même pas mal, et même très bon cette saison. Il est revenu à un excellent niveau, et Maignan, au global, son aventure en équipe de France, elle a toujours été satisfaisante. Donc je suis pas inquiet par rapport à notre numéro 1. Et heureusement, parce que le numéro 1, s'il était dans la panade, ça serait difficile. D'ailleurs, on sait qu'il y a des négociations Milan-Maignan pour une prolongation, ça devrait se faire. Mais tu vois, Chevalier, c'est dur, c'est jeune et tout, mais je suis le PSG, je suis un peu plus terre à terre et je regarde le marché des transferts. Faire revenir un Maignan à la maison libre, tu sais, tu te dis, il y a des opportunités de marché qui ne se refusent pas. Et un Mike Maignan, voilà, il a 30 ans, hein, mais je trouve que ce serait pas déconnant. Après, on sait que la condition pour Luis Enrique, c'est le jeu au pied. Est-ce qu'il considère que le jeu au pied de Maignan est meilleur que celui de Chevalier? Ça, c'est à lui de répondre, quoi. Mais ouais, on va voir comment le PSG. De toute façon, c'est bien. T'es dans une saison où t'as tellement de matchs tout le temps, tu peux vite passer à autre chose. Mais ce qui s'est passé à Lisbonne ce soir, attention à ce que ça te poursuive pas pendant un petit moment. Un mot quand même sur quelques matchs, quelques performances du côté du Sporting. Notre bon vieux Luis Suarez, dédicace pareil aux Marseillais, joueur éphémère de l'OM. Bon, on va peut-être dire comme pas mal de joueurs malheureusement de l'ère Longoria. Mais lui, pour le coup, il continue son bonhomme de chemin avec le Sporting. Ça marque pas mal de buts. Alors, je crois qu'il en a marqué surtout beaucoup en championnat. 15 en 18 apparitions. Et il en a été à 4 en LDC. Donc, il en a mis que 2 avant. Donc, tu vois, un ratio un peu faible. Par contre, c'est quand même 22 buts en 30 matchs avec le Sporting. Pour le coup, à l'échelle du Sporting, t'as perdu Gyökeres qui représentait quand même quelque chose de gros au Portugal. Après, ce qui se passe à Arsenal, c'est plus leur problème. Mais tu le remplaces par Luis Suarez qui a quand même marqué 27 buts en 41 matchs de D2 espagnol, 8 passes D. Tu vois, je trouve que dans le ciblage du mec pour venir le remplacer, c'est pas mal. Après, je crois qu'ils ont payé un gros prix parce que 22 millions d'euros, c'est quand même costaud. Mais en vrai de vrai, lui, il avait fait que quelques... tu vois, il a fait 7 matchs, 3 buts en 290 minutes. Une passe D aussi. Il avait un ratio qui était pas ignoble, je trouve. Tu vois, il a même pas 500 minutes avec l'OM. Et c'est vrai qu'il était reparti dès le mercato hivernal. Et je dis pas que Luis Suarez, c'est le Luis Suarez qu'on connaît tous. Mais tu vois, je me t'ai dit que finalement, peut-être que l'OM aurait pu un peu plus insister sur lui. Surtout que c'est la même saison. Enfin, Luis Suarez part et t'as Vitinha qui arrive. Quand tu vois la suite, après, évidemment, c'est facile de le dire maintenant. Fallait quand même anticiper ça. Mais pour le coup, notre ami Luis Suarez, je sais pas, je trouvais qu'il était quand même sympa sur ses quelques apparitions avec l'OM. Voilà, lui, c'est surtout bien fait dans les D2 espagnols. Voilà, tu vois, c'est vrai qu'il a fait tous les clubs quasiment, j'ai l'impression. Il a fait Valladolid, il a fait Tarragone, il a fait Saragosse, il a fait Grenade en Liga, il a fait Almeria. Ouais, c'est un bon baroudeur de D2 espagnol. Et avec le Sporting, c'est un match vraiment bien pour lui. João Pedro Simoes qui a beaucoup travaillé au milieu de terrain. Francisco Trincao qui est un joueur quand même assez intéressant dans ses prises de balles et sa capacité à tirer de loin. Jenny Catamo pareil, très bon accélérateur, vraiment un joueur qui percute bien. Et je ne sais pas à quel point l'international du Mozambique va rester au Sporting, quelle va être sa valeur qui peut un peu évoluer. Mais ce joueur, je sais pas, on sait que les ailiers dans ce type, ça peut être un peu des denrées rares. Et j'ai envie de le voir dans un championnat
top 5 européen. En plus, le Sporting évoluait sans Yulmand, son capitaine, qui est pour beaucoup le meilleur joueur. Donc ouais, c'est vrai que pour le coup, ils ont été lavés totalement en première période. Et quand ils ont sorti la tête de l'eau, franchement, ils ont fait ce qu'il fallait pour aller chercher cette victoire, quoi. Ouais, c'est ça en fait, Luis Suarez, il a jamais été vraiment nul à l'OM. Enfin, quand tu vois tous les autres neufs qui sont passés et le nombre d'escroqueries qu'il y a eu à Marseille, lui pour le coup, il s'en sort quand même bien, quoi. Donc on verra les suites pour le PSG. Direction le Bernabeu avec un match. Et là, je dois commencer quand même par cette stat des tirs cadrés. Le Real Madrid, 7 tirs cadrés, 6 buts. Monaco, 6 tirs cadrés, 1 but. Il n'y a pas d'autres facteurs, d'autres raisons que chercher. Malheureusement, le gardien de but, encore une fois, Philippe Cohn. On sait que pour Monaco, Maïki, Cohn, ça n'a jamais été trop des garanties. Radecci est arrivé l'été dernier. Malheureusement, quand tu es un peu maudit, le gardien se blesse et tu es obligé de rappeler Philippe Cohn, qui a été, encore une fois, assez catastrophique. Mais voilà, c'est un gardien de but. On va pas non plus trop l'accabler parce que je pense qu'Éric Dier et Thilo Kehrer, le duo des enfers. Vraiment, c'est un match qui restera comme une plaie béante dans la saison de Monaco, dans l'histoire de Monaco. Je vous l'ai dit, c'est la plus large défaite de Monaco en Ligue des Champions. On savait que cette équipe est en perdition, qu'il n'y a plus grand-chose en ce moment, que Pocololi, là, il est en pilote automatique. Il faut le débrancher, il faut le faire partir. Encore une fois, et vous savez mon avis sur les coachs à Monaco, c'est pas contre lui. C'est plus par rapport à tout ce que représente ce club, et voilà, il faut limite prendre un mec qui va leur mettre des coups de pied aux fesses, qui va leur rentrer dedans, quitte à faire de la caricature avec un pompier, un mec, un gueulard. Mais là, quand je vois ce qui se passe à Monaco, c'est honteux, quoi. Enfin, vraiment, on parle de l'ASM. Enfin, encore une fois, je l'ai dit dans le débrief Ligue 1, pour moi, l'ASM, même si tu as des saisons qui veulent être ratées, c'est quand même un petit synonyme de prestige, de club qui sait se sublimer, qui a ce truc un petit peu guindé au-dessus des autres, qui, en plus, je pense aux supporters, parce que pour le coup, à Monaco, la question des supporters est toujours latente. Mais là, on sait que Monaco, quand ils jouent à l'extérieur, ils ont toujours des gros parquages, que ce soit en Ligue 1 ou à l'étranger. Et là, ce soir, tu vois, tu as eu un défilé de supporters monégasques à Madrid. Enfin, ils ont vraiment une grosse communauté qui les suit, qui se déplace. Et franchement, force aux gars, parce que faire autant de kilomètres, dépenser autant d'argent pour aller voir ça, ton équipe se faire plier, retourner 6-1, ça fait mal. Et en plus, quand tu vois la tronche des buts, c'est des fois, ils se baladent, des fois, les mecs, ils effacent en un crochet le gardien, c'est trop facile. T'as des relances plein axe de Kehrer qui retombent dans les pieds de Jude. T'as un passeur qui va la donner à Jude. C'est pas normal. Puis tu sentais que, voilà, même si c'est encore une fois un Real qui va devoir passer à autre chose post-Xabi Alonso, qui découvre Arbeloa, avec des joueurs qui doivent se réconcilier avec le Bernabeu, type Vinicius, Bellingham. Non, ce Real-là, même contre un Monaco qui pouvait peut-être se dire, tiens, c'est un grand match, on va essayer de proposer quelque chose. Ils les ont... ça a été vraiment un massacre, quoi. C'est dur. Et pourtant, côté Real, j'ai bien aimé Mastantuono. Franchement, Franco Mastantuono, ça reste très jeune. On va le surveiller de près, ce garçon, parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans cette saison du Real qui des fois ne ressemble pas à grand chose d'un point de vue des individualités, du collectif, du pressing, de l'état d'esprit. Lui, je trouve qu'on voit quelque chose. Donc à partir du moment où je vois quelque chose, c'est un jeune joueur, j'ai envie de m'accrocher avec lui. T'as aussi, tu vois, j'ai trouvé ça que c'était un peu mieux du côté de Camavinga, de Bellingham, de Valverde, Camavinga, Valverde qui rentrait pas mal à l'intérieur. Vini qui est devenu ce soir le deuxième meilleur passeur de l'histoire du Real en Ligue des Champions, qui n'est plus qu'à 2 passes D, je crois, de CR7. Donc même si on sait que Vini traverse une période pas simple, faut pas oublier ce qu'il a apporté à ce club. Ça reste une légende du Real. Et le Kicks, voilà, contre son ancienne équipe, respect, voilà, je célèbre pas, mais c'était sûr que lui aussi, il allait planter ses petits buts. Ouais, franchement, la performance monégasque, t'as eu tout ce qui ne marche pas dans ce club. Voilà, un effectif limité par les blessures, des failles en défense, des trous béants, c'est n'importe quoi. Le gardien qui t'en arrête pas une. Il manquait plus que le traditionnel carton rouge. Et surtout, encore une fois, t'as ce truc, la dimension, réveil, à quel point tu peux avoir de l'honneur, de la fierté, de la dignité. C'est compliqué. Donc pour moi, Pocololi, il va sauter. Je vois pas... Est-ce que là, on va pas attendre, tu vois, le match de Ligue 1? En plus, ce qui est fou, c'est que Pocololi, il a proposé un truc avec Monaco du côté de Marseille, ça a fait des fêtes, mais dans le contenu, on a vu quelque chose. Et je sais pas, c'est les joueurs qui choisissent leur match, ils disent, bon, là, c'est Vélodrome, c'est Ligue 1+, c'est le dimanche soir.
on va se bouger les gars. Mais sinon, ouais, ça reste quand même assez rude, quoi. Il faut sauver le sol à Kliouche. Ouais, Kliouche, ça commence à être vraiment, vraiment compliqué. Il y a une occasion à 5-0, il la met au-dessus. Et un joueur de ce niveau, enfin international français, doit être capable de la mettre. Après, bah, ce qu'on a dit tout à l'heure, pas de mauvais joueur connaît le contexte. En ce moment, à Kliouche, il ne s'épanouit pas. Faut qu'il parte, faut qu'il aille trouver un truc qui le mettra un peu plus en valeur. Et quitte à ce que Monaco, finalement, prépare, tu vois, l'après. À savoir une saison où l'an prochain, tu n'auras pas de Coupe d'Europe, où tu auras peut-être pas attiré des joueurs de renom. Bon, après, quand tu vois le mercato que tu as fait, qualifié avec des champions, avec d'ailleurs Fati, Pogba, et puis Radetchi qui est tout le temps blessé, enfin, c'est dur, quoi. Mais ouais. Au moins, t'as pris ton trophée avec le comeback of the year. Tu vas devoir te contenter de ça. Non, non, moi je vous le dis, c'est pas possible pour Monaco parce que moi j'ai vraiment ce truc, pas dire affectif, mais c'est une équipe qui bat toujours plus en Coupe d'Europe. Et les saisons sans, hein, bien sûr. Hein. Mais je trouvais qu'il y avait ce rapport à la Ligue des Champions qui était quand même important. Et une équipe capable, même en position d'outsider, d'aller faire des gros coups. Et là, cette équipe elle n'est pas capable de ça. Et ouais, ça va falloir faire le ménage et dans l'effectif et en interne. Parce que ce qu'a proposé Monaco cette saison, c'est pas fou, quoi. Enfin, c'est peu de le dire. Hein. À savoir une saison en Ligue 2. Ouais, ouais, bon, on rappelle que le 8 février prochain, il y a ce fameux match contre l'OGC Nice. Malheur aux plus nazes. On verra comment ils vont s'en sortir. Ouais, le Real version Arbeloa dans l'autre sens. Ok, ça se met petit à petit en place. T'as eu cette victoire contre Levante, t'as eu la claque contre Albacete. Là, t'as affronté une équipe très très faible. Peut-être plus que Albacete bis qui avait envoyé une équipe remplaçante. Mais ouais, la passe de Güler, que vous l'avez dit sur le deuxième but, elle est magnifique. J'ai bien aimé. Enfin, franchement, il y avait beaucoup de mouvements. C'était efficace. C'était bien rodé. Je pense que peut-être le 4-3-3, en attendant de retrouver des joueurs, des états de forme à 100%, le 4-3-3 correspond peut-être plus à ce que doit être ce Real-là, avec différents postes identifiés. Tu vois, tu te dis que un Tchouaméni en sentinelle, un Güler pour la vision de jeu la passe, et Jude pour faire tout ça, parce que c'est un joueur qui en a normalement la capacité, même si je trouve sa saison assez rude. Puis, faut trouver toujours cet ailier droit. Est-ce que Rodrigo est capable de l'être ? On verra. Mastantuono, ça peut être une belle alternative. C'est un joueur sur lequel le Xabi Alonso a bien insisté. Derrière, il faut que Huysen, qui a quand même fait, je trouve, au niveau du jeu long, un vrai bon match, s'épaississe un peu plus. Il y a des joueurs qui, pour moi, voilà, Raul Asensio, à l'échelle du Real, ça restera trop tendre. Mais dans cette saison, on ne sait pas trop comment elle va se passer. Tu vois, le Real est deuxième. Moi, j'enterre jamais le Real en LDC. Vous connaissez ce principe désormais, même si c'est une saison moche, où il se passe plein de choses en coulisses, où les joueurs ils s'aiment pas, où tu as du mercato raté, c'est le Real Madrid en Ligue des Champions. On sait que des fois, il y a des éléments paranormaux, tu as le générique d'X-Files qui retentit au Bernabeu. Donc je reste toujours méfiant par rapport à cette équipe. Là, je vois quand même des projets collectifs bien plus aboutis, tu vois, avec le Bayern, Arsenal. Faudra voir le PSG quand ils régleront ce souci d'efficacité s'ils le font cette saison. Mais le Real, tu vois, ils ont quand même toujours ces individualités-là. Malheureusement, jusqu'à quand voilà, on sait, hein, tu as l'arrivée d'un nouveau coach, tu veux bien te faire voir, tu rentres dans ces petits papiers. Et quand il y aura, ça va un peu plus se dérégler. Quand le copain, le supposé copain, coéquipier, va pas faire la course, le repli défensif qu'il faut, il faudra que ça tienne encore d'un point de vue collectif et solidaire. Donc ce Real doit de toute façon se rattraper. Hein. Après l'éviction de Xabi Alonso, c'est une autre saison qui démarre et il faut qu'ils nous prouvent qu'ils ont eu raison de tel ce coach qui arrivait avec l'ambition de changer. C'est-à-dire que le Real fait du changement sans véritablement bouleverser ses codes. Oui, ok, je peux comprendre hein, que ce soit pas l'identité de ce club, mais il faut se poser les bonnes questions à l'heure où tu as, encore une fois, des coéquipiers, enfin des équipes qui impressionnent bien plus, quoi. À quel joueur du Real tu penses quand tu dis ne fera pas le retour défensif qu'il faut ? On dit personne, on dit aucun nom. Mais par exemple, tu vois, Mbappé ce soir, je le cite direct, Mbappé, il a fait des courses, il a défendu, il s'est bien replié. Et je pense que ouais, t'as toujours ce truc un peu nouveau coach. Après, je pense à Arbeloa, bon bah, il sait que d'un point de vue presque poétique, tu peux pas te passer d'Mbappé. C'est le mec que tu dois mettre en numéro 1 sur la feuille de match. Donc, faut le caresser dans le sens du poil. Après, il faut réussir à convaincre les autres de jouer pour lui, de jouer autour de lui, même si encore une fois je sais hein, qu'à l'échelle de la Ligue des Champions, il y en a qui ont plus prouvé que lui, à commencer par Vini, qui a en plus marqué ce soir. Donc ouais, le Real, pas mal, belle copie, mais bon, c'était contre un Monaco qui est à l'abandon total.
Même Zakaria, tu vois, il me fait de la peine parce que c'est un milieu de terrain que j'apprécie beaucoup, je le trouve méconnaissable. Il y a beaucoup de joueurs que franchement j'apprécie, tu vois. Golovin, Akliouche, Zakaria, même les latéraux, que Henrique Vanderson, quand ils sont dans un bon mood, c'est des vrais bons joueurs de Ligue 1. Là, la marche était, c'est même pas trop haute là. Là, t'avais un immeuble en face de toi et tu l'as pris en pleine poire. On va continuer à se balader les amis sur les différents matchs. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'étais plutôt sur Multiplex et sur Real Monaco, donc ce sera plutôt des impressions générales par rapport à ce que j'ai pu voir, par rapport à la qualité des buts. Mais dans un des chocs de cette 7ème journée de LDC, c'est Arsenal qui a fait encore une fois un excellent coup. Arsenal qui est assuré, je crois, de terminer top 2, parce que ouais, le Bayern va revenir, mais du coup, les autres ne pourront pas grappiller les places, donc Arsenal a quand même sécurisé sa place dans le top 2, on sait que ça va te donner pas mal de possibilités pour la suite de la Ligue des Champions, t'économiser 2 matchs, éviter le deuxième jusqu'au bout, potentiellement le Bayern, tu te dis que dans ce tableau final, tu évites le Bayern, parce que je pense qu'Arsenal-Bayern, on a quand même les 2 meilleures équipes les plus complètes à voir le PSG parce que c'est pareil, c'est une équipe qu'on sait qui peut-être au printemps sera pas la même, à voir aussi le Barça, j'ai assez intrigué de voir le Barça son évolution, mais oui je suis d'accord avec toi Batman, et si Gabriel Jesus, et si on n'avait pas trouvé notre 9, bah de base si tu prends en termes de talent pur par rapport à Havertz, Gyökeres et Jesus, ah oui alors peut-être Havertz, bon c'était un milieu offensif à Leverkusen, donc est-ce qu'on peut comparer vraiment? Mais à 100%, sur la meilleure version, Gabriel Jesus, ça va être l'attaquant numéro 1 d'Arsenal. Après, on sait ce qui s'est passé, les blessures, les pépins physiques, ça n'a pas été dans son sens. Moi, j'ai même cru à un moment donné qu'il allait partir d'Arsenal, que ça allait se terminer par un retour au Brésil, pourquoi pas une pige en Arabie Saoudite. Et les gars, ce qui est fou, c'est qu'en revoyant certaines choses sur Gabriel Jesus, c'est qu'il n'a que 28 ans. Vous imaginez, les boss, ça fait tellement de temps qu'on connaît ce joueur, que c'est seulement un mec de 28 ans. Enfin, ça reste jeune dans le foot, parce que tu te dis que tu as encore potentiellement 5-6 ans à donner. Après, bah voilà, brésilien, plus attaquant, plus blessé, c'est des facteurs où tu vas peut-être réduire son espérance de vie sur les terrains. Mais ouais, avec Gabigol, Gabriel Barbosa et lui, c'est vrai que c'était les 2 sensations à l'époque. On les a découverts il y a une dizaine d'années. Mais seulement 28 ans, franchement, tu me demandais avant le match, je t'aurais dit peut-être 30. Je pensais qu'il avait la trentaine. Et non, ça reste. Encore une fois, il a quelques années à donner. Jusqu'à quand il pourra. Ouais, t'as eu pas mal de pépins physiques. Après, on sait que ça n'a jamais été un attaquant en termes de ratio de but. Un mec qui plantait à tous les coups. Mais on sait jamais. Peut-être que s'il revient très très bien, si dans ce 11 d'Arteta, on sait que le poste de numéro 9 est assez particulier, ça peut pourquoi pas le faire. Donc je me demande si Gabriel Jesus peut pas être la surprise, au-delà même des Gunners, même une surprise totale de cette deuxième partie de saison. Et un revenant, on va voir ce qui va se passer, quoi. Très mauvais finisseur aussi. C'est vrai qu'il a eu tendance par moments à gâcher certaines situations. Voilà, on verra, mais tu vois, il y a eu ce but où il a été impliqué contre Wolverhampton. Là, il y a un doublé où il y a, pareil, une belle déviation où il la sent très bien. Donc voilà, il y a des gestes, il y a des intuitions qu'un attaquant de ce niveau ne perdra jamais. Et la seule limite pour moi, malheureusement, c'est lui-même, c'est son corps. Sinon, s'il revient bien, ouais, bien sûr qu'il y a une place à occuper dans ce 11. Et, ah oui, c'est vrai que parmi les attaquants des Gunners, j'ai oublié l'incroyable Mikel Merino qui peut jouer à quasiment tous les postes. Donc je peux pas aussi le mettre de côté. De côté lui, c'est vrai qu'il était plus reculé. Mais voilà, c'est vrai que c'était un match qui était pas simple sur le papier parce que l'Inter l'an passé, il les avait battus. L'Inter avait mis, tu vois, une belle équipe avec le duo Lautaro, Marcus Thuram. T'avais pas mal de joueurs qu'on connaît. Akanji qui est arrivé cet été, Bastoni qui a fait, je trouve, un bon match malgré les 3 buts encaissés. C'est plus Acerbi où je me dis quand même, je sens le poids de l'âge pour le coup. Sommer qui peut peut-être faire un peu mieux. J'ai bien aimé Petar Susic au-delà de son but. C'est vrai que c'est un joueur qu'on découvre et je crois que l'Inter a recruté un autre gros espoir du football croate. Je crois qu'il arrive de la Juke Split parce qu'il a les mêmes agents que Susic. Ils ont battu notamment Salzbourg, qui est un peu le spécialiste pour les jeunes comme ça. Donc Petar Susic, je trouve que ses premiers pas à l'Inter, ils sont quand même pas mal au global. Un joueur qui s'adapte bien, j'ai envie d'en voir plus. Mais c'est Arsenal, tu vois, qui est arrivé avec une équipe un peu hybride, hein. On avait Mosquera, Lewis Kelly, Eze, et donc Jesus, Trossard qui est un peu entre l'équipe titulaire et l'équipe remplaçante. Mais ils ont fait le taf et comme je vous dis, je trouve que leur saison... Jakirovic, merci pour
le blaze du Croate que tu m'as cité, celui qui arrive du côté de l'Inter. Voilà, l'Arsenal, c'est ça qui m'a plu sur cette nouvelle saison, ce nouveau cycle, même si c'est toujours un peu dans l'ère Arteta, c'est la volonté de renforcer le banc, de blinder tous les postes. Et pourtant, il y en a eu des blessures cette saison, hein. T'en as eu des mecs absents, Odegaard, Gabriel, je crois que t'as eu également un moment Havertz, forcément, Saka, Gyökeres a aussi manqué. Beaucoup de monde qui ont été sur le carreau. Madueke aussi a eu sa période. Donc tu te rends compte que ouais, c'est l'inverse de la stratégie du PSG. C'est finalement d'avoir ce groupe de 22 joueurs. Alors après, tu as des temps de jeu qui sont frustrés. On peut penser à Nwaneri qui va arriver du côté de Marseille, qui était sur le banc ce soir, qui va être un joueur de l'OM avec Timber. Donc ouais, tu vois, des talents comme ça. Parce que Nwaneri, on peut pas oublier qu'à 17 ans, il a déjà marqué l'an passé 7 buts. C'est une adaptation qui est géniale pour un gamin de cet âge-là. Donc sincèrement, cet Arsenal-là a vraiment compris ce qui leur manquait, je pense. Parce que il a peut-être te manqué, ouais, encore toujours plus de talent, parce qu'aller chercher du talent, bien sûr, ça peut te permettre de te rapprocher des titres et des accomplissements qui comptent. Mais dans pas mal de tournants de l'ère Arteta, je trouvais aussi qu'il a été trahi par des blessures qui sont arrivées au mauvais moment. Gabriel l'an passé contre le PSG, Saliba il y a 3 ans, même Odegaard a eu ses absences. Je me dis que là, pour le coup, même si forcément avoir Mosquera, qui est un très bon jeune, hein, plutôt que Gabriel, bah oui, t'aimerais avoir Gabriel, mais j'aime bien quand même cette idée d'avoir ce groupe très complet. Là, c'est vrai que tu vois le banc d'Arsenal, franchement, t'as Ben White, Gabriel, Martinelli, Gyökeres et Rice qui rentrent, et tu laisses sur le banc Odegaard, Norgard, Madueke, Nwaneri et Havertz. Et attends, tu vois le PSG, t'as Odegaard, Norgard, Madueke, Nwaneri, Havertz sur le banc, t'es déjà peut-être un peu plus serein, t'as plus de possibilités pour mieux voyager, quoi. Donc deux stratégies, et ouais, on voit qu'Arsenal, ça fonctionne bien, parce que tu gardes cette avance en première ligue. Il y a Manchester United qui arrive ce week-end, donc là, tu as pu reposer un Declan Rice, un Gabriel, voire un Martinelli. Donc ça, c'est le genre de tactique de gestion qui compte. Et non, franchement, Arsenal, encore une fois, cette saison, elle m'impressionne à mes pattes. Et je me pose toujours cette question, c'est comment les sortir en aller-retour. Va falloir, encore une fois, cette question de talent, que les joueurs plus, ils fassent la différence, parce que la machine est très très bien rodée. Après, voilà, tu as aussi peut-être le truc d'obtenir enfin cette première ligue. Il y aura forcément un bout d'un moment une décompression, il faudra voir. Mais comme tu le dis, Léo, c'est vrai qu'il y a Calafiori et Hincapié qui manquent à l'appel. T'imagines la profondeur de banc, la qualité de l'effectif. C'est vraiment un roster de 23, 24 noms. Moi, je kiffe là ce que je vois. Franchement, c'est assez épatant. Ouais, le banc, franchement, je pense que c'est le meilleur banc d'Europe. Qui d'autre a un banc aussi complet, étoffé, en qualité et en quantité? La question, tu peux vite en faire le tour. Si tu prends tous les gros européens, le Bayern, tu vois, tu as des joueurs sympas. Hein. Tu peux avoir Gnabry, Karl, Jackson, Goretzka, même si c'est plus grand Goretzka. T'as Ito, Kim Min-jae, Guerrero. Je préfère encore celui d'Arsenal par exemple. T'as City, City qui a 50 000 absents. C'est vrai que City était à 100%, ça vaudrait le coup. Mais je préfère même les remplaçants défensifs de City. Le Real, il y a beaucoup de monde devant, t'as un bel embouteillage, mais pareil, les remplaçants défensifs à la bas, fin de carrière, finito, je préfère ceux d'Arsenal. Le Barça, t'as de la qualité, mais encore une fois, ouais, je pense que je mets Arsenal largement devant, et c'est là où on sait que le directeur sportif, le nouveau qui a été recruté l'été dernier, qui est arrivé en provenance de l'Atlético Berta, c'était son job principal. Pour l'instant, il a bien rempli. Après, oui, il y a toujours l'interrogation Gyökeres qui a marqué, ça va lui faire plaisir, belle enroulée L2 qui fait du bien à la tête. Pour l'instant, oui, c'est 65-70 millions, tu tiques encore un petit peu. Après, peut-être qu'il y aura peut-être que finalement Gyökeres il sera plus à l'aise en Ligue des Champions, moins de pression, moins de blocs bas, je sais pas, faudra voir. C'est une question qui sera intéressante de résoudre. On vient de parler de City et justement, City,
trahi par ses blessés, ses nombreux absents, même si Marc Guéhi est arrivé, Semenyo également, ils ne peuvent pas être alignés en Ligue des Champions. Et City est tombé de très haut, défaite lors du match de 18h45 chez nos amis de Bodo Glimt, les Norvégiens. On va évidemment s'attarder sur cette équipe parce que ça fait grandement plaisir. J'ai une pensée pour le petit Max Allen parce qu'il a été rappelé de son prêt à Watford. C'est un jeune, il a passé un sale match. Vraiment, c'est le genre de performance, t'as vite envie de l'oublier. Pareil pour Rodri, expulsé au bout d'une heure. Rodri dans la machine à laver norvégienne, j'aurais jamais cru dire cette phrase. Rodri totalement dépassé par Bodo Glimt. Le Ballon d'Or 2024 qui est vraiment, waouh, une perf ignoble. Enfin, j'ai pas d'autres termes, ça rappelle Varane contre City, c'est certains matchs où tu as envie vraiment de te cacher chez toi, de parler à personne pendant 7 jours. Le match de Rodri était vraiment dur, même Reinders, j'aimais beaucoup le joueur à Milan, j'en attendais beaucoup à City, et je trouve pour l'instant notre ami Reinders c'est un ton vraiment en dessous de ce qu'on pouvait espérer. Lui qui, voilà, je pense qu'il a toutes les qualités pour réussir dans un top club. Là, ça manque encore de peps et c'est par hasard s'il n'a pas été titulaire indiscutable. Cherki qui marque, ça c'est bien pour lui, pour se remettre un petit coup. Mais bon, attention, hein, Haaland, ça fait un moment, Haaland paraît bloqué, Foden, c'est vrai qu'il y a beaucoup de perfs qui ont été vraiment incompréhensibles du côté de City. Et même Donnarumma, je ne sais pas si vous avez vu le premier but de Bodo Glimt de Hogg qui marque de la tête, c'est le copier-coller d'Osimhen face à Algérie de Lucas Zidane qui fait un saut. Et en fait, ce saut permet à l'attaquant de mettre sa tête en dessous des jambes avec le rebond. Et du coup, ça fait but. Donc même Donnarumma nous a fait une Zidanesque, comme on le dit maintenant dans le jargon des gardiens de but. Donc ouais, on se rend compte que City, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu contre United, de pas mal de matchs qui ont été durs en Première Ligue, avec ces nuls concédés contre Chelsea, Sunderland, Brighton. Ils ont du mal en 2026 à être assez dangereux et surtout consistants défensivement. T'as eu cette victoire à Newcastle en League Cup, je l'oublie pas, en demi-finale, ça compte. Mais attention, championnat Ligue des Champions, ça a un visage différent de ce qu'on a pu voir. Alors sur la première partie de saison, on a vu des rencontres où ils ont pu, tu vois, passer un petit peu à côté. Il y a eu cette défaite contre les Leverkusen à la maison à LDC. Mais je trouvais au global que quand même les recrues faisaient le job, que Guardiola avait un peu évolué sur ses positions et que c'était un City que je retrouvais un peu plus dominateur. Je pense au match contre Liverpool qui a été assez impressionnant, même le premier derby d'United. Là, c'est le City malade de l'an dernier que j'ai revu, quoi. Un City qui défensivement fait peur et qui devant a du mal à trouver la solution, et Erling Haaland, la disette se poursuit, et surtout c'est au-delà de la disette, c'est qu'il pèse pas du tout. Donc ouais, le match franchement décevant de la part de City, et dans l'autre sens, bah, bravo à Bodo Glimt, parce que ça suffira peut-être pas pour que se qualifier en barrage. C'est la première victoire de leur histoire en Ligue des Champions. On sait que ce synthétique, ce stade au-dessus du cercle polaire, ces conditions elles sont particulières. Bodo Glimt qui a terminé sa saison en Norvège et qui faisait son premier match officiel un mois et demi après sa coupure, là ce soir contre City, bah, ils étaient galvanisés. On sait que c'est une équipe qui a ce truc à la maison, qu'ils ont perdu contre Monaco, contre la Juve, mais ils n'ont pas été ridicules, loin de là. Contre Tottenham, ils avaient égalisé, ça avait fait 2-2. Donc vraiment c'est une équipe, tu vois, ils ont battu à la maison dans les autres Coupes d'Europe, je vous le dis souvent, Porto, la Roma, le Celtic, je crois la Lazio également, l'Olympiakos. Donc vraiment Bodo Glimt, aller se les taper chez eux, c'est tout sauf un cadeau. Et bravo parce que ça fait super plaisir. C'est un club qui travaille très bien. Ils ont 95% de joueurs norvégiens dans leur effectif. C'est vraiment un projet à l'échelle locale, nationale. On développe ces talents-là. Et tu vois, par exemple, Jens Hauge, pour ceux qui s'en souviennent peut-être ou pas, Jens Hauge, il a été révélé à Bodo assez jeune. Maldini lui a passé un coup de fil pour dire: toi gamin, viens à Milan, je suis convaincu, parce que Bodo Glimt avait affronté Milan en barrage, je crois, d'Europa League, et après ça ne l'a pas fait pour lui. Voilà, il a alterné Milan, Francfort, également la Gantoise. Il est revenu au pays, et voilà, il est revenu au pays, mais évidemment son parcours hors Norvège peut être considéré comme un peu mid, un peu décevant, mais depuis qu'il est rentré en Norvège, tu vois, c'est quand même pas mal de belles stats, et là c'est 4 buts en LDC cette saison, dont la réalisation qu'il a pu mettre, je sais pas si vous l'avez vu, mais le but est fantastique. J'ai adoré, vraiment avec une élimination côté gauche au 30 mètres, la frappe enroulée, enfin presque enroulée, c'est une roquette qu'il a envoyée dans la lucarne de Donnarumma. Le but est propre, et pareil hein, pour Kasper Hauge, notre attaquant, Kasper Hogg, qui a mis
un doublé. C'est ça, lui, il n'avait pas encore planté en LDC, pourtant c'était un joueur intéressant. Tu vois, enfin, les clubs intéressés par les mecs de Bodo Glimt, c'est Norwich City. Enfin, ça dit aussi jusqu'où peuvent aller ces garçons, que peut-être ça va être difficile d'intégrer le top 5 européen. Mais ce gars-là, tu vois, c'est 17 buts en 28 matchs, 12 en 23. Et on rappelle que Bodo Glimt est le club qui avait repéré Victor Boniface avant qu'il aille à l'Union Saint-Gilloise, à Leverkusen. Donc c'est un club qui a ce petit truc avec les attaquants. Et pour les Lensois, bien sûr, petit mot sur Patrick Berg, lui aussi, hein, tu vois, il a eu son aventure dans un grand championnat. Malheureusement, ça l'a pas fait à Lens. Pas adapté, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur, hein. Vous connaissez maintenant le dicton. Et là, il s'est relancé à la maison et ça a bien fonctionné. Donc, victoire de prestige pour Bodo Glimt, victoire qui va permettre un peu plus de mettre en lumière ce club qui travaille très bien, qui fait de belles choses. Et je suis content pour eux. Voilà, encore une fois, au niveau du classement, Bodo est 27e. T'as pas mal d'équipes qui peuvent passer devant. Le dernier match, c'est Atlético. Après, on sait jamais, hein. C'est jamais, hein. L'exploit est toujours possible. Mais bon, Atlético qui devra sans doute se fixer dans le top 8. Mais voilà, tu sors quand même de cette LDC, t'as pas été ridicule, t'as pris ta victoire. Donc bravo à eux parce que ça fait plaisir dans le contenu. Ce que j'ai vu, gros match, hein, parce qu'évidemment City a été à l'envers de la première à la dernière minute, mais Bodo Glimt, pour le coup, leur est rentré dedans. On va terminer avec le petit tour de tout ce qui s'est passé. Tottenham qui se prend au jeu en LDC, qui aime cette compétition, qui est du coup 4ème au moment où on parle, incroyable, alors que cette équipe, encore une fois, en Première Ligue est 14ème, 7 victoires en 22 matchs, incompréhensible ce qui se passe, ils n'ont pas gagné sur les 4 dernières rencontres, c'est le club le plus difficile à lire, je trouve, et encore une fois, cette performance en LDC le prouve, et tu vois, ils avaient un paquet d'absents, je sais pas si j'ai toute la liste des absents de Tottenham, mais pour vous dire à quel point c'est lunaire ce qui se passe pour le coup. Tac, parce qu'il y a Kudus, il y a beaucoup de monde. Blessé de Tottenham, Papin Darsar qui rentre de la CAN, Paligna, Ben Davis, Betancourt, Richarlison, Kudus, Madison, Kulusevski, Van de Ven qui était suspendu. Et en plus, tu rajoutes à ça le pauvre Matistel qui s'est fait de nouveau éjecter de la liste Ligue des Champions pour intégrer Solanke, le numéro 9. Bon, le choix de Thomas Frank a été payant puisqu'il a planté, mais la gestion du gamin, elle est moche, quoi. Tu l'écartes de la liste au départ, ok, puis ensuite tu le remets, puis là de nouveau tu l'écartes. Non, c'est pas comme ça que tu gères un joueur. Humainement, c'est pas tip-top, mais c'est vrai que tu vois le banc de Tottenham, t'as Randall Colomwani, et après t'as Kinski, gardien je connais, Dan Scarlett de nom, et après c'est que des jeunes, quoi. Vraiment, là pour le coup, effectif extra limité également, mais quand tu vois le 11, alors peut-être que je suis le fou du bus, mais Vicario, Pedro Porro, Romero, Danso, Udogie, Archigre, Bergval, Odober, Xavi Simons, Jet Spence, Solanke, oui, il y a des trous avec cette liste d'absents, mais il y a quand même des bons joueurs de ballon, quoi. Il y a quand même des joueurs intéressants. Il y a des joueurs pour lesquels je me dis, tiens, c'est pas mal. Et là, ça suffit contre ce Dortmund qui, en plus, avait son équipe ambitionnée, parce que Dortmund, eux, du coup, ils étaient comment au classement ? 12e, tu vois, Dortmund, en plus, ils ont raté le coach peut-être de vraiment bien se mettre dans le top 8. Donc, but de Romero, toujours bien placé dans la surface, et Solanke, avec le carton rouge de Daniel Svensson. À voir comment ça va se poursuivre pour Thomas Frank. Est-ce que ça sera un sursis ? Est-ce que ça va sauter de manière irrémédiable avec la situation en PL ? J'ai vu que ça parlait d'un retour d'Ange Postecoglou. Alors pareil, Ange, il a apporté une Europa League, mais en PL, c'était très compliqué. Faudra voir. Du grand BVB dans la ligne de jeu proposant Boudès, ça régale. Je te laisse voir le but de Solanke, c'est clownesque. Ça ressemble bien à Dortmund, quoi. Mais c'est ça, c'est que même un Tottenham malade, avec autant d'absents, je sais pas si vous avez entendu hier hors jeu, il y en a beaucoup qui avaient dit Dortmund facile. Moi, j'ai pressenti un match nul parce que Dortmund, c'est une équipe qui est vraiment, vraiment parmi les top 3 pour se saborder et décevoir. Quand t'as l'impression que la table est dressée, t'as le repas 3 étoiles, le restaurant, l'ambiance, la petite bouteille de vin, et eux, ils vont réussir à s'emmêler les pieds dans la nappe et tout renverser, quoi. Donc, ils ont fait du Dortmund. C'est regrettable. Ça, c'est clair et net. On a un gros résultat aussi. L'Olympiakos qui bat Leverkusen. Grosse domination Leverkusen, 15 tirs à 6, 6 cadrés à 2. Et les 2 seuls tirs cadrés de Olympiakos ont suffi à battre
c'est ce Bayern-là, avec évidemment, c'est un peu la routine à chaque fois que je fais un débrief Ligue des Champions. Oui, notre ami Lorenzo Scipioni a joué, il est entré en jeu, donc ça fait plaisir. On a aussi quand même une information de taille. Ayoub El Kaabi, qui est rentré en cours de match, donc 48 heures après la fin de la CAN, avec tout ce qu'on a connu comme dénouement. Après, on sait que pour des joueurs comme ça, rebasculer sur l'actualité de leur club, jouer de cette manière-là, ça permet aussi, tu sais, de quelque part évacuer la déception, de switcher très très vite. Donc je peux comprendre El Kaabi qui enchaîne. Peut-être que demain on aura Aguerd dans le groupe avec l'OM à voir comment ça va se dérouler. Et ouais, pourtant, franchement, l'équipe de Leverkusen maintenant, avec tous ces bons petits joueurs là qu'on a découvert durant la CAN, Kofane, Ibrahim Maza, même on a Eski Fernandez, on a Grimaldo, Ernest Poku, Alex Garcia, Loïc Badet, tout ça. C'est vrai que sur le papier, l'effectif de Leverkusen, il est attachant. Mais Leverkusen, malheureusement, depuis 2 ans, enfin depuis 1 an et demi, après la superbe saison sous Xabi, c'est très inconstant. Enfin, je pense qu'il prépare vraiment l'avenir avec cette jeunesse-là, mais il faudra quand même un peu l'encadrer, ça c'est clair et net. Le duel des mal classés qui a tourné en faveur de l'Ajax, qui l'a emporté à la dernière minute grâce à un but de Edvardsen. Villarreal, c'est terrible. Et encore une fois, quand je regarde la compo de Villarreal, je me dis, mais c'est pas possible, ils font exprès quoi. Renato Veiga, Pepe, t'as Thomas Partey, bon, avec la situation judiciaire lunaire qu'on connaît. T'as José Pérez, Alberto Molero, très bon joueur de Liga. T'as Miko Tadze, Parreiro, Gérard Moreno, Buchanan qui rentrent. Et ça suffit pas pour gagner un Ajax qui a mis une équipe, somme toute. Pas trop mal, j'ai l'impression. À part pas mal de remplaçants, j'ai l'impression en défense, à part Bass et Gay. Mais tu vois, Mika Götz, Kasper Dolberg, Oscar Gluck, Jordi Mokio, très très bon joueur, jeune, à surveiller de près le Belge. David Klaassen qui est toujours là. À voir pour le reste. Mais l'Ajax, qui petit à petit, alors ça va être trop juste, je pense, à moins que. Alors peut-être. Imaginez, parce que c'est vrai que là, t'as pas l'équipe. Si demain, Karabag. Benfica, Pafos, l'USG, tout ça, ça te choque un petit peu. Même Bilbao, Francfort, l'Ajax. Il y a un monde où ce serait un truc fou, quoi. Que les mecs soient éliminés, enfin se qualifient avec 3 victoires après avoir perdu les 5 premiers. En termes de probabilité, sortez les calculettes parce que là, c'est un scénario qui va faire mal au crâne. Mais ouais, ça prouve bien que Villarreal, c'est une équipe qui a un visage vraiment différent. Tu vois, 3ème de Liga, 13 victoires en 19 matchs. Ils ont un match de retard par rapport aux autres. Et s'ils le gagnent, ce match en retard, ils sont à 41. Tu vois, ils reviendraient à 4 points du Real, à 5 du Barça. C'est franchement pour Villarreal, en être à ce stade de la saison, pas loin des 2 mastodontes, c'est très fort. Tu vois, ils peuvent devancer Atlético. Mais quand ça veut pas, bah ça veut pas. Bon, là, ça a fait quoi récemment? C'est vrai qu'ils ont perdu contre Barcelone. Sinon, ça a perdu au Betis. Ça a gagné. Ouais, bon, tu sens que peut-être un rythme un peu plus saccadé. Mais ils ont été, quoi qu'il arrive, très proches d'eux, quoi. Franchement, il y a des situations, des fois, ça sert à rien d'analyser ce sport. Hein. C'est tellement lunaire. Attention à Naples. Naples qui, du coup, est de son côté 23ème, mais aux portes de la sortie. J'en attendais beaucoup, je vous avoue, du Naples de Conte, post-titre en LDC. On sait que c'est un entraîneur qui a du mal avec cette compétition. Ça s'est prouvé. Là, le scénario, il est quand même, encore une fois... Ce coach, il a vraiment un mal fou avec la Coupe Ganzare, quoi. Ce soir, contre Copenhague. Copenhague qui est du coup 24ème, qui est juste derrière. Carton rouge de Delaney à la 35e minute. Scott McTominay qui ouvre le score sur corner, 39e minute de la tête. Un joli but encore une fois. Ce gars-là, on va juste s'arrêter 2 secondes parce que son évolution dans le jeu, dans les stats, dans la domination, c'est fou. Enfin, j'ai l'impression de voir Gérard de Lampard, les saisons où il marquait 20-25 buts. Et ça dérange personne parce que là, du coup, il en est à combien le Scott? Il en est à 9 buts et 4 passes D. Tu rajoutes à ça quelques pions avec l'Écosse. Mais ouais, franchement, en termes d'évolution, de transformation, c'est un des joueurs les plus bluffants. J'aimais bien United, mais de là, encore une fois, à deviner que ce gars-là serait MVP d'un championnat top 5 européen, il marque des buts, des trucs spectaculaires, des retournées qui soient toujours bien placés dans la surface. Non, ça, c'est dur à prédire, mais ça fait plaisir aussi. Ça prouve que les joueurs, même à cet âge-là, 27, 28, 29 ans, ils peuvent connaître une deuxième vie. Oui, c'est vrai que Braque de K, Braque l'avait pressenti avec son affection pour Manchester United et l'Écosse. Et malgré ses bonnes dispositions, bah malheureusement, le Conte Ball est retombé dans ses travers en LDC avec l'égalisation
de Larsson. Petite vibe Ligue 1 quand même, hein, avec Birger Meling, l'ancien Rennais et Nîmois. On a aussi Cornelius qui est passé par Bordeaux. On a aussi Moukoko qui est resté sur le banc comme à sa grande époque niçoise. Ouais. Après, quand je vois l'effectif de Naples, je suis inquiet. Mais tu vois, par exemple, Noah Lang, je crois qu'il va partir en prêt. J'ai entendu parler de Galatasaray. Lui, ça l'a pas fait son aventure. C'est vrai que un joueur comme Neres, ça manque, hein, je trouve très très vite. Même si Olun, tu vois, il fait une saison correcte. T'as le retour de Lukaku. De Bruyne aussi, qui faisait quand même une belle entame. Sa blessure, elle fait mal. McTominay peut porter ça. T'as aussi le retour de Zambo qui se fait attendre. Attention, parce que si Naples sort dès la phase de groupe, je serais pas loin de mettre ça comme la plus grosse déception. Après oui, il y a Villarreal forcément, peut-être Francfort, Bilbao, tu prends un petit peu ce que tu veux, même Benfica, hein, qui a souvent fait des huitièmes d'écart. Mais Naples, par rapport à ce qu'on avait vu en Serie A et l'effectif, même si oui, il y a des blessés, c'est pas normal qu'ils se retrouvent là. Franchement, c'est dur quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça me convainc toujours pas, c'est un gros gâchis le résultat, ça c'est clair, je suis d'accord avec toi. On termine par le match, ceux qui aiment le football étaient là dès 16h30 avec le Carret Almaty contre le Club Bruges. Ça a tourné en faveur de Bruges, largement, pas photo, encore une fois, j'ai adoré cette équipe. C'est vrai qu'à chaque fois que je me pose devant les matchs de Bruges, je prends du plaisir. Mamadou Diacon, l'ancien Rémois, et Carlos Borges qui est passé par l'Ajax, deux joueurs qui t'ont foutu un bordel monstre dans la défense kazakh, qui ont tellement remué, ça a été vraiment inarrêtable. Avec également Stankovic, le fils d'Eyan, qui a marqué un joli but, une belle reprise, un boulet de canon, Van Aken, Vermont et Mekele pour les autres buteurs. Mais voilà, Bruges qui du coup est 26e. Oh, c'est-à-dire que Bruges, ils doivent absolument l'emporter leur prochaine journée. Ce sera contre Marseille, donc attention à l'OM. Ça peut être un rendez-vous un peu tendu, mais bon, dans la forme actuelle de l'OM, déjà passé les tests. C'est vrai que la semaine de l'OM, Liverpool, Lens, Bruges, c'est quand même assez costaud, hein. Pas falloir se louper. Bruges en LDC toujours aussi performant, mais en championnat c'est moyen. Bah, c'est vrai que c'est un peu le fil rouge de ce live, hein, c'est qu'on remarque qu'il y a pas mal d'équipes pour qui la LDC c'est une réussite et d'autres qui malheureusement tremblent un petit peu plus parce que Bruges ça est 3ème, 13 victoires en 21 matchs, 6 défaites. C'est vrai que pour ce club avec cet effectif là et par rapport à ce qu'on voit en Coupe d'Europe, c'est pas normal. On va voir s'ils vont réussir à confirmer. Mais ça va être un beau rendez-vous pour Marseille. Franchement, c'est une équipe, j'ai hâte de voir, hein, tu vois, parce que on a déjà parlé contre Monaco, contre le Barça, mais Carlos Borges, c'est un joueur qui me plaît énormément. À chaque fois que je le vois, je trouve que c'est une dynamite ce gamin. Franchement, il a des mollets déjà, il a une telle de capacité d'appui, d'accélération, c'est fort. Mais ouais, ça va être un très très beau test. Et même Joaquin Seyss, qui a un bel espoir au poste de latéral slash piston gauche. Demain les amis, le rendez-vous, il est fixé. On se retrouve 18h45, Galatasaray Atlético. Il est pas mal ce petit match pour ouvrir, en sachant qu'il y aura aussi le Karabakh Francfort, mais Galatasaray Atlético, petit match en Turquie, tout ça. Franchement, on sera là. Et alors évidemment, 21h, main event, le Marseille-Liverpool qu'on attend tous. Sinon, le reste, tu as Newcastle PSV, Slavia Prague Barça, Juve Benfica. Attention, un match clé pour les deux équipes pour la qualification potentielle. Chelsea Paphos, Bayern Union Saint-Gilloise et Atalanta Athletic Bilbao. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner quoi. J'ai dit Carlos Borges, je sais pas pourquoi j'ai dit Borges, parce que je crois qu'il y a un joueur de tennis qui s'appelle comme ça, mais c'est évidemment Carlos Forbes, hein. Merci pour la rectification. Nous on va se quitter là-dessus les boss, on va se concentrer sur le reste de la journée de demain, se reposer. Je pense aussi qu'on fera un bon récap mercato jeudi avec tout ce qui se passe du côté de Marseille. J'attends évidemment les officialisations pour Nwaneri et Timber, histoire d'avancer. Mais ouais, du coup, on aura un beau programme. Demain soir, 23h, même heure, avec la Ligue des Champions. Le débrief post-Marseille-Liverpool. On aura un débrief aussi LDC, je pense, avec l'équipe d'hors-jeu le jeudi 13h normalement, de ce que j'ai compris. Et puis jeudi, on se retrouvera ici avant l'Europa League. Donc 17h, je pense, fin d'après-midi, pour se faire un beau live récap mercato. Merci à vous tous de m'avoir suivi. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner, à mettre un commentaire sur YouTube. Également les 5 étoiles en podcast. Le COP de Scipion, on est là, Deezer, Spotify et Apple. Je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit les boss, et on se dit à demain. Salut à tous.